D'être ici, parce que c'est parfaitement inattendu qu'un CRAGEP s'intéresse à l'éducation populaire. C'est incongru même. À l'époque où j'étais immergé dans l'offre publique de réflexion, le CNAGEP était plutôt un adversaire qu'un appui. Et donc, quand cette invitation saugrenue m'est arrivée, ça m'a fait plaisir. Et donc, je me suis dit, tiens, tout n'est pas perdu en France, malgré ce que je lis tous les jours. Il y a encore un intérêt possible pour cette chose. Donc, je vais osciller tout le temps entre mes deux lunettes parce que je ne suis pas foutu d'emporter des progressives. Je devrais essayer de nous débarrasser de la notion d'éducation populaire en disant qu'elle aurait pu, elle pourrait très bien ne pas exister, ne pas être mobilisée ce matin, parce que ce dont il s'agit est effectivement très très éloigné du destin de quelques associations ou fédérations d'associations qui importent l'histoire ou le nom. Ce dont je souhaite vous parler autour de la question de l'avenir de l'éducation populaire, c'est de l'avenir de la démocratie. Donc c'est une question beaucoup plus générale. Donc si on va sur le marché et qu'on parle d'éducation populaire, les gens disent le musée c'est plus haut. Oui, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de s'interroger aujourd'hui sur le contexte dans lequel se pose la question de la démocratie, et je pense même de la refondation de la démocratie. Et donc pour moi, la question de l'éducation populaire, si je la traduis dans un autre langage, c'est la question de la mobilisation des droits culturels des travailleurs, des citoyens et des usagers des fonctions collectives. J'appelle fonctions collectives les grandes dimensions de la vie commune en société. Pourquoi parler de droits culturels ? Je vais faire un long développement autour de ça, parce que je crois qu'effectivement, je crois voir naître une troisième génération de droits, après les droits civils et politiques, et après les droits économiques et sociaux. Je crois effectivement que toutes les conditions sont réunies pour que l'on voit comme nœud des conflits éventuellement possibles pour transformer notre société l'exercice généralisé des droits culturels. Ou si vous le préférez, parce que droit culturel, ça fait penser à droit à la culture. Hein. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des dimensions culturelles des droits sociaux et des droits économiques. Il s'agit des dimensions culturelles des droits civils et politiques. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on parle d'éducation populaire, de la manière dont on peut, individuellement et surtout collectivement, faire bouger les représentations du monde. Donc la question de la représentation va être le fil conducteur de ce petit exposé, de la représentation au sens de comment voyons-nous le monde. Et donc vous avez le plan de l'exposé dans la chemise que vous avez sur vos chaises. Dans cette première section, j'ai envie de vous proposer un démarrage inductif, c'est-à-dire de chercher dans notre expérience ce en quoi aujourd'hui il n'est plus disponible de représentation du monde stable, durable et communicable. Je vais prendre 4 exemples. Le premier exemple, c'est la ville. La ville, mais entendue comme la métaphore dont parlait Jean-Christophe Bailly. La ville, c'est l'œuvre d'être ensemble. Est-ce que vous croyez aujourd'hui, dans la France contemporaine, que l'œuvre d'être ensemble soit une évidence? En tout cas, vu de Belgique, non. Surtout en France. Aujourd'hui, l'œuvre d'être ensemble est gravement mise en cause en France,
Et le signe de cela, ce n'est pas la cause, c'est le signe. C'est évidemment la puissance du mouvement fasciste en France, du renouveau du mouvement fasciste en France, dont l'expression politique est bien connue, sous le nom de Front National. Donc la ville, l'œuvre d'être ensemble, je ne pense pas que ce soit encore, dans la France contemporaine, une évidence. Je veux dire que les groupes sociaux se dévisagent, ils se dévisagent dans leur, non plus leur commune humanité, mais leur commune dangerosité, la dangerosité réciproque de ces groupes sociaux. Donc, première intuition, sommes-nous capables de penser la vie commune? J'en doute. Et des sociétés qui nous précèdent dans la difficulté, comme la société américaine, voient naître, par exemple, c'est un symptôme intéressant, des villes privées. Qu'est-ce qu'une ville privée? C'est une ville avec un parlophone à l'entrée, avec une clé privée. Seuls peuvent entrer ceux qui sont connus de ceux qui sont dedans. Et donc, c'est évidemment le contraire d'une ville, parce que une ville, c'est la rencontre, c'est un espace de rencontre de ceux qu'on ne connaît pas, contrairement au village. Dans les villages, tout le monde se connaît. Dans les villes, on ne se connaît pas. Ce matin, je suis arrivé un peu trop tôt, et donc je me suis baladé dans la ville, et j'avais le plaisir, même dans une petite ville, il y a du plaisir. Hein. Donc j'ai fait le marché, j'ai arpenté le marché, parce que j'avais le plaisir de rencontrer des visages et des expériences humaines que je ne connais pas. Alors, deuxième intuition, pour vérifier qu'il y aurait une crise de la représentation, c'est l'emploi. Alors, il y a une université populaire coopérative qui se fait en janvier, mi-janvier, à Amiens. Il y a des tracts là sur la table qui vont justement aborder cela. Donc, rendez-vous à Amiens vers mi-janvier, qui va traiter du travail. Hein, et qui va traiter du travail parce que, aujourd'hui, s'il y a bien un paradoxe insoutenable dans notre civilisation, si on ose appeler ça encore une civilisation, c'est le fait que le travail soit devenu, enfin le travail salarié, l'emploi, soit devenu une chose rare. En Belgique, pour prendre une société voisine qui ne va pas tellement mieux, il y a à peu près 1 million de personnes sur 11 millions qui sont en défaut d'emploi. D'accord? Donc soit au chômage complet indemnisé, soit dans des formules attenantes. 1 million de personnes en défaut d'emploi. En Wallonie, ça veut dire qu'on obtient des taux de chômage de l'ordre de 20 à 30%, et dans les quartiers populaires, de 40 à 50%. Mais ça, ce n'est qu'une phase émergée du manque d'emploi. Parce qu'il y a aussi la souffrance au travail. Il y a aussi le travail qui n'a pas de sens. Il y a aussi la vie qu'on perd à gagner, la vie que l'on perd à devoir la gagner dans ces conditions-là. Alors ça, c'est la face nord. Et sur la face sud, donc on pourrait croire dans une société qui reste riche que les besoins sociaux alors soient couverts. Pas du tout. Les besoins au service de la population malade, de la population vieillissante, de la population dépendante, de la population en situation de handicap, toutes ces causes-là, aujourd'hui, manquent cruellement de travail. Et derrière ce travail, d'emploi. Donc on a à la fois une société riche, un défaut d'emploi et une souffrance au travail massive, et par ailleurs, des besoins sociaux non satisfaits. Alors, vous n'allez pas me faire croire que la cause de cela soit dans les finances publiques. C'est une légende. Nos pays ne souffrent pas d'un manque de budget public, ils manquent cruellement de fiscalité, c'est autre chose, et en particulier en France. Donc, la troisième intuition, elle est encore plus sérieuse, mais elle nous rapproche de notre sujet, c'est l'école. On pourrait faire l'exercice, si on avait le temps d'une matinée d'éducation populaire, que chacun soit invité sur une feuille de papier, puis on ramasse les feuilles, à définir ce qu'est une école. Et je sais, pour avoir fait l'exercice à peu près une centaine de fois, je sais ce qu'il y aurait sur ma table avec vos papiers. Donc l'école est le lieu où une société se présente à elle-même.
où la société d'hier se présente à la société de demain, aux générations montantes. Donc c'est un lieu que l'on sait de transmission, et donc de reproduction, mais aussi, bien sûr, de production et de création. Eh bien, s'il y a bien une institution dont on doute aujourd'hui, en France comme en Belgique, c'est bien l'école. Et si on ramasse vos feuilles, je sais qu'il y aura un premier tas de feuilles sur lequel vous direz que l'école est là pour instruire un futur citoyen, alors même qu'elle est le lieu de l'exercice du non-droit, dit Bernard de France, qui est un de vos philosophes qui a pas mal travaillé là-dessus. D'autres, un deuxième paquet de feuilles vont dire, ben non, l'école est le lieu de l'éducation d'un actuel individu. Et donc, derrière ce tas de feuilles, il y a évidemment De Crolly, il y a Célestin Freinet, il y a toute la bande des rénovateurs. Ils sont un peu traqués aujourd'hui, mais enfin bon. Et puis, il y a un troisième paquet de feuilles dans lequel vous allez dire, ben non, l'école est le lieu de la formation d'un futur travailleur. Alors, instruction, éducation, formation, ces trois finalités, en fait, sont toutes les trois assumées partiellement par l'école. Ce qui n'est pas dit dans cette affaire, c'est que ces finalités sont partiellement contradictoires. Qu'en fait, instruire, éduquer et former renvoie à des formes de justice et de justesse qui sont fondamentalement différentes et contradictoires. Et que donc, tant que l'école ne sera pas devenue une institution ouverte à la question de ce qu'est une école, eh bien l'école sera un lieu mensonger, un lieu non légitime. L'école républicaine, aujourd'hui, n'est plus un lieu légitime. Quatrième inconnu, c'est la société de la connaissance. Hein, puisque une nouvelle pointe dans ton exposé historique, effectivement, on pourrait voir comme dernier épisode de l'éducation populaire la condamnation de la population à l'éducation tout au long de la vie, hein, qui est le thème chéri de l'OCDE, le club des pays riches, et qui voit dans cet adage-là, une éducation tout au long de la vie, la dernière métamorphose de l'éducation dont le peuple doit être l'objet, hein, et dont il n'est pas le sujet. Le paradoxe insoutenable de la société de la connaissance, et qui fait qu'il nous est difficile de nous représenter cette société-là, c'est que, alors même que les capitaux culturels et scolaires de la population n'ont pas arrêté de monter depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on autorise la population à faire dans la vie politique, dans la vie économique, dans la vie sociale et dans la vie culturelle est largement en dessous de ce que les gens peuvent faire. Et donc, la société de la connaissance est une plaisanterie. Dans l'état actuel des choses, les procédures politiques, les procédures d'organisation du travail, dans les entreprises comme dans les associations, votre diagnostic montre beaucoup de choses intéressantes là-dessus, montre que la société de la connaissance aujourd'hui, elle est maltraitée. La connaissance aujourd'hui est maltraitée. Maltraitée dans la vie politique, maltraitée dans la vie socio-économique et maltraitée dans la vie culturelle. Et donc, au terme de ce petit parcours intuitif, je voudrais simplement nous rassembler dans l'exposé autour d'une idée. La société qui nous entoure, la société dont nous faisons partie, est pour la première fois de notre histoire difficile à représenter. Il est difficile de se faire une image, comme si nous étions tous devenus des peintres impressionnistes, vous voulez, avant de devenir peut-être des cubistes, puis des structuralistes, et puis je vous laisse imaginer la suite de l'histoire de la peinture contemporaine. Et donc ce n'est pas un hasard si, dès la fin du 19e, la représentation picturale s'efface devant des représentations plus chaotiques du monde. Je crois que ce qui nous entoure a pour nom chaos, et
que cette difficulté de représenter, de se représenter la société, est au cœur de ce que pourrait être l'avenir de l'éducation populaire, ou si vous le préférez, enfin moi je le préfère, l'avenir de la démocratie culturelle. Parce que le concept, pour moi, le concept clé est là. Le concept de démocratie culturelle, en Belgique, c'est un concept que nous avons beaucoup travaillé depuis grosso modo la moitié des années 70. Et un des pères de l'éducation populaire en Belgique et de la démocratie culturelle nomme la démocratie culturelle comme ceci. Il dit, la démocratie culturelle, c'est par l'action culturelle rendre la société plus consciente d'elle-même. Rendre la société plus consciente d'elle-même. Voilà une jolie affaire. Et donc, je peux entrer dans la section 1, qui est la section des racines. Donc, comme mon prédécesseur, je vais passer par un petit regard en arrière. Il va falloir tout de même utiliser mes deux mains pour prendre de l'eau. Donc, par un petit regard en arrière sur les racines de cette question de la démocratie culturelle. Dans mes recherches ces dernières années, et qui ont notamment conduit récemment en Belgique francophone à un nouveau décret sur les centres culturels, j'ai croisé un texte que j'ai trouvé lumineux, qui s'intitule « Comprendre le monde d'aujourd'hui » d'Alain Touraine, et « Comprendre la société d'aujourd'hui », et dans lequel il nous propose de comprendre ceci. D'abord, il dit, on va parler de ce qu'on appelle un paradigme, et un paradigme, c'est la manière dont une société se représente elle-même. Vous voyez qu'on tourne toujours autour de la question de la représentation. Il dit, nous sommes les héritiers d'une société dont le premier paradigme, à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, donc au moment du déploiement de la Révolution en France, après 1789, le premier paradigme des sociétés contemporaines, ou si vous préférez, des démocraties libérales, c'est le paradigme politique. C'est-à-dire que, à la charnière du XVIIIe et du XIXe, le conflit central dans la société oppose les conservateurs aux libéraux, c'est-à-dire ceux qui tiennent à l'ancien régime et ceux qui veulent installer un état de droit. Ce conflit-là donne un axe, un fil conducteur à l'ensemble de la société. Ce paradigme, certes, il vit toujours aujourd'hui, mais il n'est plus, dit Alain Touraine, le paradigme central. Dès la moitié du XIXe siècle, on va prendre symboliquement la Révolution de 1848 comme repère. Alors pendant la Révolution de 1848, Lamartine, député à l'Assemblée nationale, monte à la tribune. Il dit « Pourquoi diable avoir le droit de vote si nous n'avons pas de pain ?» C'est aussi l'époque que choisira symboliquement Jacques Donzelot dans son ouvrage « L'invention du social ». C'est à cette époque-là qu'il fait naître, dans l'impossibilité de déployer la démocratie économique dans un état de droit, fait naître la catégorie du social. On invente une catégorie à négocier, une catégorie autour de laquelle on pourra faire un compromis, et qui est l'invention du social. Et donc le deuxième paradigme, la deuxième manière dont notre société sait représenter son sens et son conflit central est le paradigme socio-économique. Ce paradigme socio-économique va opposer le capital et le travail autour de l'enjeu du travail salarié, de la répartition de la richesse. Ce paradigme sera donc porté par des acteurs, principalement le mouvement ouvrier, le mouvement ouvrier qui est l'acteur social central de la société industrielle. Et donc ce conflit va se déployer jusqu'à maturer dans un compromis qu'on appellera en économie le compromis fordiste keynésien, d'Henry Ford
qui effectivement articule dans les années 20 la production de masse et la consommation de masse, et keynésien pour renvoyer au rôle de l'État, capable effectivement de socialiser, de garantir cette consommation de masse par la sécurité sociale. En Belgique, pays beaucoup plus social-démocrate que la France, on a en 1944 un projet d'accord de solidarité sociale signé par les principaux responsables politiques progressistes du pays, les patrons et les syndicats. Et ce texte dit que ces auteurs et ces signataires s'accordent pour reconnaître la légitime autorité du patronat sur l'économie, sur la décision économique. Pour autant que cette décision économique s'adosse au développement social et que ce développement social soit concerté avec les organisations syndicales. On dit bien concerté. En Belgique, on parlera de concertation sociale. Vous ne connaissez même pas le mot en France. Une concertation sociale veut dire jouer, si vous voulez, métaphoriquement, du piano syndical et du violon patronal sur une même partition. Ça veut dire aussi que la société s'ordonne, certes à un conflit, mais au-delà de ce conflit, à un compromis dans lequel il y a grosso modo deux colonnes. La colonne de ce qui est économique et sur lequel on consent un droit minimum à l'information, et la colonne de ce qui est social, où on consent un droit des acteurs à se concerter et donc à tomber d'accord sur la progression des salaires, sur les classifications, sur les conditions de travail, sur tout ce qui est périphérique à l'ordre économique. Et ce monde-là va être au cœur de ce qu'on appellera les 30 glorieuses, hein, proprement ou improprement, et dont nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, la nostalgie, au sens, tant la nostalgie combattante, puisqu'effectivement c'était l'époque où la gauche avait un horizon, que la nostalgie tout simplement de voir son destin s'améliorer de génération en génération. C'était aussi l'époque de la modernisation et de l'animation socio-culturelle de cette modernisation. Eh bien, ce paradigme socio-économique s'effondre donc progressivement et fait place à ce que Alain Touraine appelle la montée d'un troisième paradigme, d'une troisième manière de se représenter le sens de la société. Et ce paradigme, dit-il, c'est le paradigme culturel. Aujourd'hui, dit-il, je vois monter l'évidence que le cœur du conflit dans notre société n'est plus de nature politique, n'est plus de nature socio-économique, mais de nature culturelle. Pour continuer l'image du compromis social-démocrate, je dirais, il y avait la colonne « Qu'est-ce qui est économique ?» il y avait la colonne « Qu'est-ce qui est social ?» Eh bien, apparaît la nécessité de distinguer une troisième dimension du réel et de faire conflit sur cette troisième dimension, qui est la dimension culturelle. Alors, quand on entend par culture ici, on n'entend pas évidemment par culture ce que Malraux entendait par culture. On n'entend pas parler ici des beaux-arts. On entend parler ici, et je vous lis la définition de la culture de la déclaration de Fribourg sur les droits culturels, article 2. Écoutez bien, parce que c'est amusant. Le terme culture recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie. Jusque-là, c'est à peu près la définition de l'UNESCO. Ça ne mange pas de pain. C'est une définition donc générique et anthropologique de la culture. C'est ici que ça devient intéressant. Par lesquelles une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. Donc,
par lesquelles une personne ou un groupe exprime son humanité, le sens de son existence et de son développement. Ce qui est très amusant dans cette définition, c'est qu'il n'a pas dit exprime son identité, ce que spontanément on aurait tous attendu erronément. Parce qu'exprimer son identité, c'est à ce moment-là une définition complètement relativiste de la culture et où chacun se promènera avec un fantasme identitaire, si possible opposé à celui de son voisin. Non, exprimer son humanité, c'est, à l'opposé de cela, reconnaître notre commune humanité. Hein, ce qu'Albert Jacquard appelait, certes, tous différents, mais surtout tous pareils. C'est-à-dire notre commune humanité, c'est aussi celle dont parle Jacques Rancière, qui est qui est mon philosophe chéri, Jacques Rancière, dans Le Maître ignorant, hein, qui est pour moi le livre capital. Le livre capital, parce que dans Le Maître ignorant, je vois Hilbert qui sourit, dans Le Maître ignorant, le paradigme, la manière dont l'humanité se représente, c'est que les humains sont égaux en intelligence. Et Albert Jacquard, qui était un des hommes les plus remarquables de la France contemporaine, il disait ça dans son langage à lui, en disant que le dernier réduit du racisme, notre racisme à tous, est la conviction au contraire qu'il existe une hiérarchie des intelligences. Eh bien non. Ce que Jacques Rancière montre dans Le Maître ignorant, c'est que l'on peut apprendre ce que l'on ne connaît pas et que l'on est meilleur enseignant, meilleur maître, si l'on essaie d'apprendre ce que l'on ne connaît pas. Parce que c'est en reconnaissant l'égale intelligence des élèves et des maîtres que l'on arrive ensemble à reconnaître et à produire la connaissance et la culture. Et nous sommes là, au cœur d'une troisième version de l'éducation populaire. Alors, rappelons-nous que Fernand Braudel, qui est aussi notre maître en histoire, si vous le voulez bien, disait que les époques ne se succèdent pas. Les paradigmes ne se succèdent pas, ils se sédimentent. Le présent est comme le fond de la mer, hein, et tous les sédiments de l'histoire composent ce présent. Il disait le temps du présent est fait du temps de jadis, d'avant-hier et d'hier. Et donc nous vivons bien sûr encore dans le paradigme politique, vous avez même des élections, nous aussi, nous vivons encore évidemment dans le paradigme socio-économique. Le conflit capital-travail est plus vivant que jamais, enfin, en tout cas, les conditions objectives d'un conflit entre capital et travail sont aujourd'hui plus réunies que jamais, même si la conscience de ce conflit est moins réunie que jamais. Et enfin, donc, le paradigme culturel, habité donc par les sédiments du paradigme politique et du paradigme socio-économique. Très rapidement, par rapport à ces trois paradigmes, politique, socio-économique et culturel, on peut voir trois époques des politiques culturelles. La première, c'est celle illustrée par Condorcet dans son rapport pour l'instruction publique. C'est que la première politique culturelle, c'est la politique de l'instruction publique. Même si l'école a toujours ignoré qu'elle était profondément un opérateur culturel, on peut dire que c'est la première des politiques culturelles. La deuxième génération de politique culturelle, c'est celle dont tu as parlé autour des œuvres complémentaires à l'école, donc autour de la première figure de l'éducation populaire, c'est il faut qu'effectivement le peuple s'éduque autour des droits sociaux à conquérir. Et puis la troisième période des politiques culturelles est celle que nous vivons depuis grosso modo la fin des années 60 et qui vont apparaître d'abord l'énoncé d'une politique culturelle et des institutions culturelles d'abord dans un champ autonome. Et si je vous ai lu cette définition des droits culturels, c'est parce que je crois aujourd'hui que nous vivons dans le champ culturel le décloisonnement de la question de la culture par rapport à la question du développement. Et qu'il est temps donc
de s'autoriser un travail de la culture sur des enjeux socio-économiques et sur des enjeux socio-politiques. Alors ça, nous allons le traiter, si vous le voulez bien, dans la section 2 sur la culture, enjeu central des métamorphoses des démocraties libérales. Donc, on entre dans le paradigme. Alors, je voudrais vous proposer de parcourir 3 concepts pour tenter de comprendre pourquoi la société n'est plus représentable et pourquoi donc le travail sur la représentation de la société, c'est-à-dire le travail de la culture pour la transformation sociale et politique, pourquoi ce travail est indispensable. 3 métamorphoses donc, dont la synthèse peut s'appeler globalisation. Alors la première métamorphose, c'est-à-dire le premier grand changement qu'ont connu nos sociétés dans les 50 dernières années, est ce qu'on appelle la tertiarisation. En français, la tertiarisation, c'est le basculement du système productif vers l'immatériel, c'est-à-dire vers une économie de service. Donc vous voyez, on dit tertiaire parce que le primaire, c'était l'extraction, le secondaire, c'était la transformation, et le tertiaire, c'est la transformation du cœur du système productif autour des services, c'est-à-dire autour de relations humaines. Un service est une relation. Par exemple, si vous pensez pour l'instant à la journée que vous auriez pu passer en forêt, je peux évidemment continuer à parler, mais si vous ne contribuez pas à l'intercompréhension de ce que je dis, ce ne sera pas possible. Donc, ça montre qu'un service est une relation. Et donc, nous entrons dans une économie de l'immatériel, une économie dans laquelle la connaissance et la culture, ou la représentation, devient la matière première du système productif. Évidemment, ce qu'on appelle la numérisation du monde n'est pas étrangère à cette tertiarisation. Et cette tertiarisation, elle change une chose fondamentale dans notre horizon, c'est que l'industrialisation avait exproprié la culture de la socio-économie. Un objet industriel est d'ailleurs un objet qui est dépourvu de sens, hein. Il lui reste sa simple fonctionnalité, dépourvu de symbole. Il reste la fonctionnalité de cette table, de cette chaise, de cette, grosso modo, de cet univers qui nous entoure. C'est-à-dire que la production industrielle exproprie la culture et la loge dans un champ séparé, notamment en expropriant les savoirs ouvriers, en les confiant à l'école, où ils pourront être confiés à des ingénieurs ou des contremaîtres, en logeant une autre partie de ces savoirs dans l'organisation du travail, et comme le disait Marx, en logeant encore une part de ces savoirs dans les machines. C'est l'incorporation du travail vivant comme travail mort dans les machines. Eh bien, la tertiarisation, elle met la culture, elle réintègre la culture en l'ordre socio-économique, tant en amont dans ce qui entre dans les entreprises, que dans la vie de l'entreprise elle-même, par le rôle de la formation, de la gestion des ressources humaines et autres immatérialités, et puis bien sûr par ce qui sort des entreprises et qui est de plus en plus porteur de sens ou de non-sens. Quand on dit porteur de culture, c'est évidemment porteur de définition de la culture qui ne sont pas nécessairement votre définition de la culture. Donc la tertiarisation, c'est aussi ce qui explique que les manières de voir et de croire sont aujourd'hui produites de manière industrielle par des opérateurs privés. C'est aussi donc ce qui explique que le monopole de la transmission des savoirs légitimes n'appartienne plus à l'école, mais appartiennent progressivement à Google et Microsoft. Ça, c'est aussi la tertiarisation. Deuxième grande mutation, qui est la cousine germaine de la précédente. Donc, je m'excuse, la première, la tertiarisation, elle concerne
épistémologiquement, les champs. Les champs, ce sont les grandes dimensions de la réalité. La deuxième mutation, c'est la marchandisation. La marchandisation concerne non plus les champs, mais les systèmes d'acteurs. C'est-à-dire, grosso modo, il y en a trois dans les démocraties libérales. Les acteurs publics, on va appeler ça l'État, si vous voulez, surtout en France. Les acteurs civils, qui effectivement existent et sont reconnus comme tels depuis la révolution libérale du XVIIIe. Et enfin, les acteurs marchands, consacrés par la même révolution libérale. Donc, État, société civile, marché, pour faire trois cercles, et les reconnaître partiellement interdépendants. Oui, avec un espace entre les trois cercles. La marchandisation est le processus lié à la tertiarisation et qui compromet le compromis historique libéral autour duquel il y avait une relative autonomie de l'espace public, une relative autonomie de l'espace civil et une relative autonomie, voire une indépendance des entreprises marchandes. Eh bien, la marchandisation, c'est l'aventure de la conquête des autres espaces par le marché. C'est l'aventure de la conquête de l'espace public par le marché, et c'est l'aventure de l'intrusion du marché dans la vie privée. Vous croyez, par exemple, que votre maison est le siège d'un espace non marchand, civil et privé. Hein? Épistémologiquement, vous avez raison. Et pourtant, ce soir, quand vous rentrerez chez vous, vos enfants ou vos petits-enfants sont câblés, hein, sont branchés sur le câble, c'est-à-dire sur un espace médiatique qui est lui-même adossé au marché. D'accord? Donc, dans votre petit espace privé, civil, non marchand, les logiques marchandes sont omniprésentes. Dans l'espace public également. Donc, la marchandisation est la tendance d'un des trois acteurs de la scène libérale à occuper tout l'espace. Vous croyez aussi, par exemple, que la reproduction humaine est une affaire privée, agréable, nocturne. Vous vous trompez. Henri Atlan a écrit La machine mère, c'est-à-dire le livre dans lequel il montre que la fabrication de l'humain est le prochain enjeu industriel. Que technologiquement et scientifiquement, ce passé de mère est envisageable dans quelques décennies. C'est évidemment cela aussi qui se trame, qui se travaille du côté de l'intelligence artificielle. Tertiarisation, marchandisation. Ces deux sœurs, ou ces deux cousines, sont épaulées dans leur travail par un troisième concept, qui est le concept de mondialisation, dans lequel effectivement les frontières des États deviennent perméables, en tout cas aux capitaux et aux informations. Aux humains, ça, il faut aller vérifier en Méditerranée comment ça se passe. Mais donc la marchandisation, pardon, la mondialisation est la troisième notion qui permet de comprendre la société contemporaine. C'est donc à travers la levée des protections étatiques, la capacité des deux autres concepts, c'est-à-dire des acteurs marchands et d'une économie tertiarisée, de se répandre dans l'ensemble des espaces de l'humanité. Alors, ces trois démonstrations conduisent à une démonstration. Le sens commun de ces trois phénomènes, c'est la crise de la division du travail. La division du travail entre les champs, ça c'est appelé tertiarisation. La crise de la division du travail entre acteurs, ça s'appelle la marchandisation. Et la crise de la division du travail entre territoires, ça s'appelle la mondialisation. Mais nous sommes des individus. Alors, cet individu, ça veut dire ce qui ne se divise pas. Un individu contemporain est divisé. Individu divisé, oui.
L'individu contemporain est divisé parce qu'au cœur de ces trois mutations, qu'on peut alors synthétiquement appeler globalisation, cet individu est exposé à des contradictions en chaîne quasiment infinies. Par exemple, la mondialisation crée potentiellement une table de conversation démocratique, c'est-à-dire l'enceinte dans laquelle il faudrait aborder les problèmes, dans lequel on reconnaîtra que le sort du dentiste de Picardie est interdépendant avec le sort du sidérurgiste lorrain, qui lui est lié au sort du pasteur sahélien, qui n'est pas indifférent au sort du planteur de coca bolivien. Vous voyez? Donc la table de conversation démocratique est ouverte à l'infini. Ça n'est pas confortable, mais c'est un espace merveilleux, puisque nous étions internationalistes quand nous étions petits. Souvenons-nous que nous étions internationalistes. L'internationalisme est désormais une réalité. Donc il y a interdépendance autour de la table, mais la table n'existe pas. Et donc l'individu contemporain est au cœur d'une somme de contradictions qui est vertigineuse. Nous avons, je crois, l'expérience quotidienne de ce vertige. Alors, de deux choses l'une. Ou bien on se met au travail sur ces contradictions, ou bien on va chez le psy. Vous voyez? C'est une métaphore. Je veux dire, le problème de nos sociétés, c'est qu'elles vont chez le psy. Vous voyez ce que je veux dire? La consommation de psychotropes est une des seules choses qui soit en croissance constante. Et dans les situations sociales, on verra par exemple que la consommation de psychotropes des personnes en souffrance d'emploi est incommensurablement plus importante que le reste de la population. Si vous allez aussi faire l'expérience de savoir quel est l'endroit de la société où on consomme le plus de psychotropes, c'est en prison. Tant du côté des détenus que du côté des détenants. Parce que il n'est pas plus facile d'être détenu que détenant, vous voyez. Si vous voulez aller voir un autre endroit où il y a une consommation étonnante de psychotropes, c'est du côté des travailleurs sociaux, du côté des travailleurs de l'insertion socio-professionnelle, comme disait Bertrand Schwartz, ne sachant pas ce qu'il allait faire comme monstruosité avec cette notion, c'est-à-dire du côté du carrousel où l'on fait tourner les allocataires sociaux, faute de pouvoir leur trouver une place. Donc, ce que je veux dire à travers cette démonstration de ces trois concepts, c'est que notre univers est traversé par une somme de contradictions telles qu'effectivement, il y a une crise de la représentation culturelle du monde. Le monde n'est pas représentable, et donc, la généralisation d'un travail culturel sur le monde est indispensable. C'est là la thèse que je veux défendre. La généralisation d'un travail culturel sur le monde, par le monde et dans le monde est indispensable. La seule manière de rendre ce monde habitable est d'en parler. C'est ça que ça veut dire. Et de rendre toutes les situations sociales parlantes. Non pas exprimez-vous, il en restera toujours quelque chose, surtout pas cela. Je veux dire parlantes, c'est-à-dire en libérant leur intelligence. Mais donc, avant d'y arriver, on fait un petit détour par la section 3 et la section 4, et puis on débouche sur quelques repères autour de la question que vous avez la gentillesse de me poser, quel avenir pour l'éducation populaire? Ou quelle politique culturelle d'avenir? Ou quel statut pour la politique culturelle, puisque c'est trois manières de voir la même question. Alors, d'abord, et ça va être très court, tout ce que je viens de raconter provoque dans le champ culturel lui-même quelques mutations importantes. Première mutation importante dans le champ culturel, c'est que la division du travail qui structurait le champ culturel entre il y a des créateurs
il y a une armée de médiateurs. Et puis il y a tout le peuple des consommateurs de culture. Cette division du travail entre créateurs, médiateurs et usagers de la connaissance et de la culture ne tient plus. Michel de Certeau, qui en la matière est notre père, écrivait cela en 1974 dans La culture au pluriel, édition de Gallimard, en collection Idées, donc pas cher. Donc, la culture au pluriel, il disait, à cette époque-là, la division du travail entre les artistes, les médiateurs et les usagers du champ culturel est percluse. Il appelait donc de ses voeux la naissance d'opérations culturelles, c'est-à-dire de subversion de cette division du travail entre les créateurs, les médiateurs et les usagers ou consommateurs de culture. Ça veut dire aussi que nous entrons dans une société où il est possible de reconnaître que nous sommes tous appelés à interpréter le monde. Une deuxième conséquence de cela dans le champ culturel est que les institutions culturelles sont appelées à s'ouvrir à la pratique de la démocratie, et en particulier de la démocratie culturelle. C'est-à-dire que les institutions culturelles, au premier rang desquelles il y a les écoles, sont appelées à devenir des lieux où il est légitime de se demander c'est quoi une école juste. Où il est donc légitime de demander aux enseignants de devenir les co-interprètes de la question c'est quoi une école juste, à condition que les personnes enseignées soient elles-mêmes appelées à cette même table avec cette même question. Ce que je viens de dire conduit à un carrefour où il y a, et c'est la section suivante, 3 scénarios. La multiplication de ces contradictions crée une situation de souffrance. La souffrance de l'homme contemporain est d'être au cœur de toutes ces contradictions, alors que les pratiques du champ politique ne sont pas du tout à la hauteur de ces contradictions. Et donc, il y a évidemment un risque que cette situation soit vécue comme une situation dont il faut sortir. Sortir de cette situation, c'est en retourner à la vérité, c'est-à-dire à toutes les vérités conservatrices. Et donc on comprend, dans cette civilisation-là, si des réponses suffisamment hautes ne sont pas trouvées, que c'est la sortie par le bas qui est recherchée. La sortie par le bas, c'est de rechercher un père, un patriarche, un Dieu, une nature, une vérité, par exemple celle de la nation, celle de la race, bref, celle qui nous console de notre division. Et donc il est évident que le succès de Marine est d'exploiter ce gisement de peur, ce gisement de souffrance, en lui proposant un sens, le sens de la nation perdue, le sens de l'identité perdue. C'est l'identité contre l'humanité. Ce scénario-là est donc vraisemblable, en France d'ailleurs plus qu'ailleurs. Un deuxième scénario est un scénario que l'on connaît aussi. C'est un scénario où on se débarrasse des problèmes en les confiant au marché. Vous savez qu'à partir du moment où un problème est privatisé, il n'existe plus. Hein? Tant qu'il est sur la table du gouvernement, il est problématique. Parce qu'il y a un arbitrage. Et cet arbitrage est complexe. Et donc, une bonne manière de se débarrasser des problèmes, qui est la manière de toutes les droites de tous les temps, est de confier ces problèmes à la main invisible du marché, ou la main trop visible du marché. Il y a donc une issue conservatrice, c'est le premier scénario, et une issue libérale, au sens du libéralisme économique, et c'est le deuxième scénario. Il est évident que dans la vie, les scénarios sont métis, et que le plus vraisemblable est qu'il y ait un scénario libéral-conservateur. Vous avez des artisans de cela. Nicolas Sarkozy, par exemple,
est évidemment le prototype du libéral conservateur. Parce qu'il est à la fois conservateur dans ses thèses sociétales, au point de vouloir revenir en arrière sur la loi Taubira, et il est ultra-libéral du côté des arbitrages socio-économiques. Donc on peut très bien imaginer un État beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, contre les individus, en surplomb des individus, et bien sûr, une économie toujours plus libéralisée. Le troisième scénario est celui dont on parle ce matin, celui pour lequel il est étonnant donc, que le CRAGEP ait invité, et qui est le scénario d'un approfondissement décisif de la démocratie. Un approfondissement décisif de la démocratie, c'est encore un scénario sur lequel les malentendus peuvent être innombrables. Par exemple, on pourrait croire que les Suisses nous précèdent dans un approfondissement décisif de la démocratie en permettant à peu de citoyens d'inventer des questions dont on fait des référendums. Très mauvaise, très mauvaise issue. Ce n'est pas ça la démocratie approfondie. La démocratie approfondie, ce n'est pas la démocratie directe. La démocratie approfondie, c'est la démocratie qui mobilisera l'intelligence des citoyens, des travailleurs et des usagers partout là où ils sont, dans toutes les circonstances de la vie sociale. Mobilisera leur intelligence, leur expérience et leur sensibilité. Donc le troisième scénario, c'est un scénario d'approfondissement décisif de la démocratie par la voie culturelle, c'est-à-dire par la mobilisation des droits culturels, des droits à l'information, des droits à l'expression, des droits à l'analyse, des droits à la délibération de toutes les choses publiques. Pour faire un point d'arrêt, je voudrais vous donner une définition de la démocratie comme ça. Vous aurez en tout cas dans votre valisette ce soir une chose. En tout cas de mon exposé, une. C'est la définition de la démocratie que je formule à partir des travaux de Paul Ricoeur. C'est donc une paraphrase qui m'est personnelle. Paul Ricoeur, donc un philosophe français qui était recteur de Nanterre en 68, nous dit, en tout cas quand je le paraphrase, est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions irrémédiables. Première partie de la définition. Deuxième partie, est démocratique cette société qui se donne alors pour finalité essentielle d'exprimer ces contradictions, de les analyser, d'en délibérer et de les arbitrer par la voie pacifique, en paix, donc par le langage, par un travail de langage. C'est pas tout. Troisième et dernière partie de la définition, est démocratique cette société qui se donne alors pour procédure essentielle d'impliquer chacun de ses membres à égalité, en droit, dans ce travail d'expression, d'analyse et de délibération. On ne va pas jusqu'à l'arbitrage. On ne sait pas vivre en assemblée générale permanente. Qu'il y ait des représentants est utile. Et que ces représentants habitent une démocratie habitable, structurent une démocratie habitable est une autre affaire. Et donc, dernière partie de la définition, impliquer chacun de ses membres à égalité en droit dans ce travail d'expression, d'analyse et de délibération des contradictions. Eh bien, cette partie-là de la définition, chacune de ses composantes est culturelle, exprimée. L'expérience que nous avons dans nos situations d'aliénation, de domination, d'exploitation, exprimée, c'est effectivement un premier travail culturel. Insatisfaisant, c'est un premier travail. Un deuxième travail culturel est de les analyser, c'est-à-dire de confronter nos vues, nos approches, de confronter nos capacités de découper, de démonter les processus auxquels nous avons affaire. Et puis, le dernier moment, le troisième moment dont parle Ricoeur, c'est le moment de la délibération. C'est quoi la délibération? C'est le débat. Et c'est le débat entre quoi? Entre nos jugements positifs, ceux-ci ressemblent à des faits
et nos jugements de valeur. Ceci ressemble à nos désirs. Et donc, je crois que le troisième scénario, c'est le scénario qui permet d'assumer un monde traversé infiniment par des contradictions, mais qui rend ce monde habitable. Habitable par la généralisation du travail démocratique. Et donc, la cinquième et dernière section est consacrée à l'enjeu du déploiement effectif des droits culturels. Vous vous souvenez qu'en 82, du temps où Mitterrand entrait dans sa deuxième année de son septennat, il avait demandé à son ministre du Travail, je crois que c'était Auroux, hein, de visiter ce dont on parle aujourd'hui à travers de nouveaux droits à l'information et à l'expression des travailleurs. Hélas, oui, intéressant, intéressant. Mais hélas, vous savez ce qu'il vous reste de syndicats en France? 8%, hein, de taux de syndiqués. En Belgique, nous en avons 80, un peu plus, hein, ce qui nous permettra de faire une grève générale lundi. Dans tous les secteurs, il n'y a plus une personne qui va bouger en Belgique lundi. Donc, hélas, avec l'héroïne de votre syndicalisme, et le euro ne sert pas à grand-chose. Mais l'intuition était bonne. L'intuition était bonne. De même que notre cher ministre de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Jospin, en 1998, avait aussi la bonne intuition de lancer une offre publique de réflexion pour l'avenir de l'éducation populaire. Mais il n'est pas une chose facile à accepter par le champ politique. Et vous le savez, Madame l'adjointe au maire. Ce n'est pas une chose facile d'accepter dans le champ politique que le conflit soit producteur. Parce qu'en fait, toute la vie politique est crispée sur le risque du conflit. Vous voyez? La peur du conflit. J'ai aussi travaillé dans le champ politique. J'ai vu que ce qui anime la peur politique est la peur qu'il y ait un conflit, qu'il y ait un problème. Or, c'est justement en créant des problèmes, c'est-à-dire en mettant à jour les conflits, que l'on peut vivre ces conflits en paix et en sortir en paix. Donc, mobiliser généralement les droits culturels des populations, c'est effectivement multiplier les problèmes. Et c'est multiplier les problèmes avoués, les problèmes mis sur la table, les problèmes dont on délibère, de manière à pouvoir effectivement arbitrer un peu mieux ces problèmes. Et donc ça signifie que le travail de la culture n'est plus une chose réservée aux institutions culturelles, que le travail de la culture est appelé à se généraliser, et qu'il n'est pas étonnant de voir le petit tract sur l'université coopérative d'Amiens le 15 janvier prochain, ou fin mi-janvier prochain. Partout, on voit poindre ce genre de petite initiative qui exprime quoi? Métaphoriquement, hein, je ne connais pas, j'ai juste vu le tract. Métaphoriquement, ça signifie quoi? Ça signifie que, d'abord, on s'approprie un mot, université, on lui donne un adjectif qui lui donne un sens, coopérative. Ça veut dire qu'à travers cette métaphore, on veut simplement exprimer que nous sommes, nous, êtres humains, tout à fait capables d'interpréter le monde à condition de bien le vouloir. Et qu'en faisant la somme de nos expériences heureuses et malheureuses du travail, de l'emploi, et du travail en famille, du travail en communauté, du travail en association, de toutes les formes diverses d'une économie plurielle, eh bien, on peut effectivement, à partir de ces expériences-là, créer de nouvelles représentations du monde. En fait, il est tout à fait possible aujourd'hui, à partir des capitaux culturels et scolaires disponibles dans la population, de libérer ces capitaux culturels et scolaires dans des formes d'organisation qui permettent leur valorisation. Très curieusement, j'en reviens à
ce que j'appelle le trésor de guerre, ou si vous voulez, le moteur de l'action collective demain, me paraît être de libérer les capacités d'interprétation de chacun en situation. De libérer en fait ce qu'on ne lui permet pas aujourd'hui d'utiliser. Je vais vous donner l'exemple des facteurs des postes. Les facteurs des postes étaient engagés dans le temps sur base du certificat d'études primaires, comme on dit en Belgique, chez vous aussi. Hein. Lire, écrire, compter, on devient facteur. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec le syndicat des postes en Belgique, et quand on fait l'inventaire des titres scolaires de ceux qui sont facteurs, on remarque que 30% d'entre eux ont le bac plus 2, que 30 autres pourcents ont le bac, et que le reste a un peu moins que le bac. Entre-temps, les chronomètres ont fait leur apparition à la poste, et donc le travail des postiers s'est appauvri. En France, vous avez même inventé cette saloperie qui consiste à mettre les boîtes aux lettres en mur à l'entrée du village, pour être sûr qu'il n'y ait plus aucune relation. Pour être sûr aussi de ne pas perdre de temps. Quitte à ce qu'on engage les agents pour fabriquer du lien social à côté des facteurs. Entre-temps, on a des facteurs infiniment plus cultivés qu'hier, avec un travail qui, lui, s'est dégradé. C'est ça le paradoxe. Ce paradoxe, il est partout. Vous allez aller dans les hôpitaux, allez voir les infirmières. Vous connaissez la durée de vie professionnelle d'une infirmière, en Belgique en tout cas, 9 ans. 4 ans d'études, 9 ans de travail, et puis, en moyenne, donc, l'abandon. Parce que c'est insupportable. Parce que l'organisation dite industrielle de l'hôpital et la compression des budgets sociaux et sanitaires sont telles qu'effectivement, la vie d'infirmière est devenue une vie impossible, en tout cas, tant que la division du travail entre les médecins et les paramédicaux et les infirmières n'est pas remise en cause. Remettre en cause cette hiérarchie des mandarins, des médecins, des infirmières-chefs, des infirmières, des aides-soignantes et des autres personnels de la santé est le moteur par lequel demain on peut fabriquer du sens dans les métiers de la santé. La même chose est évidemment en cause à l'université. Je ne parle pas de l'université coopérative d'Amiens mi-janvier, je parle de l'autre université, l'université féodale. Dans l'université féodale, les savoirs sont un morceau indiscutable, c'est-à-dire à l'envers de tout ce dont notre société a besoin, de savoir discutable et de discussion sur le savoir. Donc les universités, les hôpitaux, l'appareil d'État lui-même. J'en sais quelque chose, ça fait 10 ans que je suis maintenant au ministère de la Culture, 10 ans. Heureusement que je reste un nomade libre de mes mouvements. Parce que si je devais m'asseoir au ministère de la Culture et accepter les hiérarchies, il y a longtemps que je serai culturel. Il sera terminé de la meilleure des façons, dans le 3e scénario, si l'on se préoccupe d'ouvrir les droits à réfléchir partout où l'on est, dans toutes les circonstances de la vie sociale. Et je crois que j'en ai assez dit comme cela pour introduire notre débat. Merci beaucoup.